Eva Bester, bienvenue chez Click. Merci. Il paraît que toute interaction humaine devrait se dérouler comme une émission de radio, sauf qu'ici on n'est pas à la radio, on n'est pas vraiment à la télé, on est un peu à la maison, si tu vois, il y a des coussins, on est bien quoi. Il y a plus de coussins que chez moi. Et en plus, il paraît que la mélancolie, c'est être assis sur des coussins, râler et manger et se plaindre de la vie. C'est Bec Bédé qui dit ça dans l'une de tes émissions, Remède à la mélancolie. Donc je me suis dit que j'allais ramener le goûter. Ah, c'est gentil. Et je crois que c'est tes gâteaux préférés, alors on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de dire les marques. Mais, Ça ressemble à des coussins, il y a de l'orange dedans et du chocolat à l'extérieur. Donc je me suis pas trompée. Non, bravo. Truc, C'est ce que je mangeais la nuit avec mon père quand j'étais petite. Ok, donc c'est pas mélancolique, c'est nostalgique ce genre de gâteau quoi. Nostalgique, joyeux. Mais si j'en mange maintenant, du coup, je vais parler en... je vais garder après. Tu es productrice, tu présentes l'émission Remède à la mélancolie sur France Inter. Ça a un peu remplacé la messe des oiseaux le dimanche. 1,5 million d'auditeurs, bravo. Enfin, merci. C'est beaucoup. La mélancolie et toi, c'est quoi? C'est une histoire qui dure depuis longtemps? Et là, c'est un ami plutôt fidèle depuis que je suis petite. Enfin, j'ai pas de souvenir de moi pas mélancolique. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de fuir pendant vraiment des années. Et comme j'ai quand même une urgence de rire tout le temps, j'ai vraiment envie de m'amuser tout le temps. J'ai essayé de trouver un concept d'émission pour en sortir. En fait, la mélancolie, c'est quelque chose d'assez nombriliste finalement. Et je me suis rendu compte qu'en s'extrayant de soi, on pouvait en sortir. Donc c'était toujours se tourner vers les autres, ce qui n'est pas du tout une tendance naturelle chez l'être humain. Et ce que je voulais, c'était qu'on découvre des choses culturelles, qu'on sorte de la mélancolie, qu'on sorte de soi, qu'on apprenne, qu'on s'élève et qu'en plus, on fasse un portrait un peu atypique d'un invité. Donc quand on mélange tout ça, ça fait Remède à la mélancolie. Et donc pendant 1 heure, je demande une dizaine de remèdes à la mélancolie par les arts, parce que je crois à la consolation éphémère par les arts. Ouais. Et on parle de livres, de films. C'est un peu le sous-titre du livre. Ouais. Je ne mens pas. Par les arts. Donc ça, c'est une compilation, en fait, des meilleurs passages de l'émission avec des annotations. Enfin, c'est une nouvelle édition. On va en parler tout de suite. Justement, tu dis que tu mets à l'aise tes invités. Il y a quelque chose de... Quand on écoute tes émissions, on a le sentiment que tu as envie de bien recevoir les gens. C'est des artistes, la plupart du temps, enfin, au milieu de la musique, de l'écriture, du cinéma... mais tu travailles beaucoup des textes. Non, mais c'est difficile à la fois de mêler intimité et travail, culture, texte. Comment tu as trouvé ce juste milieu, en fait, de mettre l'invité à l'aise et en même temps d'apporter beaucoup d'informations? Franchement, j'ai pas la réponse à cette question. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas de secret, en fait. Je pense que quand on travaille beaucoup, l'invité le sent et ça le met à l'aise. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des vieux universitaires très bougons au début qui arrivent et qui se disent « c'est qui cette petite ?» tout ça. Et en fait, ils voyaient que j'avais vraiment préparé le sujet et que je savais de quoi on allait parler. Parce que pour moi, c'est ça, bien recevoir. Et d'un coup, je les voyais vraiment devenir plus sereins, prendre du plaisir, se prêter au jeu. Ça changeait absolument tout. Et c'est ça, je pense que la première chose pour bien recevoir, c'est juste de préparer. Donc, quand je reçois un invité, j'ai une revue de presse énorme sur lui, comme une enquête de détective, avec des articles qui remontent aux années 80 parfois. Ouais. J'ai son dernier livre ou son dernier film, j'ai tous les remèdes qu'il a choisis, si c'est des livres ou des films, je les vois, je les lis et tout ça. Et donc, quand il arrive, c'est vraiment une conversation à deux sur ce qui le met en joie. Mais c'est lui qui te donne toutes ces pistes ou comment tu vas rechercher son remède d'il y a 20 ans? Enfin, comment tu trouves tout ça, quoi? En fait, au début, j'envoie un petit questionnaire avant l'émission en lui demandant un remède par catégorie, donc un film, un livre, un tableau, une citation, une activité, un système de pensée. Il me renvoie ses réponses, je me procure tout. Et puis après, la grosse revue de presse que j'ai sur l'invité m'aide, puisque par exemple, je vois, je sais pas, il y en a un qui peut dire « je me suis jamais sentie aussi bien que quand je mangeais une raclette », et alors là, j'ajoute raclette à un remède, voilà. Ok. C'est un mélange des deux. Et tu dis que tu as fait tes humanités à la radio, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai toujours eu un fantasme faustien d'être une éternelle étudiante et de jamais mourir pour pouvoir continuer à apprendre jusqu'à la fin du monde, en fait, toutes les langues du monde. Et voilà, les humanités, il y avait vraiment cette idée à la fois de science et de littérature. Et c'était quelque chose de classique à l'époque, une éducation classique qui me fait fantasmer. Et moi, j'ai fait une fac d'anglais. J'ai même pas rendu mon M2. Donc, donc je le dis aujourd'hui, j'aurais pas pu le dire l'année dernière, je pense que j'étais pas prête. Et en fait,
quand je suis rentrée à la radio, c'était il y a, je sais pas, 13-14 ans, peut-être plus. J'étais en fac d'anglais et je suis rentrée en stage à France Culture. Et j'ai vraiment commencé à apprendre, parce que la fac d'anglais, à part me donner beaucoup de plaisir dans la lecture, ça m'a pas servi à grand-chose. J'ai commencé vraiment à écouter des archives à l'INA, à découvrir des philosophes que j'avais jamais lus. J'avais aucune culture philosophique. Et donc, quand par exemple quelqu'un me disait ce texte de Schopenhauer, ben, je lisais du Schopenhauer, je lisais du Nietzsche, je découvrais plein de classiques du cinéma grâce aux invités. Et donc quand je dis que j'ai fait mes humanités, c'est que vraiment je me suis fait une culture générale grâce à cette émission, grâce à toutes les émissions que j'ai préparées avant, et à la bibliothèque, beaucoup à la bibliothèque municipale. C'est pour ça que je fais tout le temps de la propagande pour les bibliothèques municipales, mais j'ai vu ça, ouais. Je pense vraiment qu'on peut tout apprendre. Il faut commencer petit, c'est tout, et pas se décourager tout de suite. Oui, enfin, pour le coup, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à Paris, c'est pareil. Je trouvais il y avait cette petite carte bleue là pour emprunter, et on pouvait emprunter jusqu'à 5 livres, sauf les livres de la semaine où on avait le droit à une semaine, mais les autres c'était 5 semaines. Enfin, je trouvais ça révolutionnaire, quoi. Enfin, la bibliothèque municipale, c'est juste ouais, moi, c'est parfait. Mon endroit, remède à la mélancolie absolue. Alors c'est marrant parce que dire j'ai fait mes humanités à la radio, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'Eva Bester avant la radio. Et puis j'ai lu que pourtant ta première interview, c'était pas la radio, puis c'était même pas avec des êtres humains. Donc je me suis dit, bah attends, je ne comprends pas. Enfin, du coup, tu poses des questions. Enfin, quand même, le registre de l'interview, c'est un truc que tu pratiques depuis petite. En fait, quand j'étais petite, j'avais un radiocassette enregistreur. Et ça m'arrivait d'enregistrer des cassettes avec des amis imaginaires, notamment des petits pois sauteurs, et je faisais la voix de chaque petit pois. Énorme. Je ne sais pas si c'est énorme. Il y a des traces ou pas de ces cassettes? J'ai essayé de retrouver la cassette, mais j'ai tellement déménagé dans ma vie que je ne sais pas si elle est encore en ma possession. Mais je ne savais pas du tout que je voulais faire de la radio, en fait. Mais depuis toujours, comme j'ai envie d'apprendre et que les gens, à partir du moment où ils ne sont pas moi, me passionnent, je pose toujours plein de questions. Là, par exemple, pour moi, c'est difficile de répondre et pas de te poser des questions. Ouais, bah c'est normal. J'ai envie de te demander, par exemple, quel est ton rapport à la mélancolie. Ouais, mais pas cette fois-ci. Quelle était la ville d'où tu venais, puisque tu dis que tu es arrivée à Paris. Okay. Je ne dirais rien. Mais ce qui est assez touchant, je trouve, dans le livre, parce que y a plein d'invités, hein, de Michel Albertini, qui est acteur, écrivain, scénographe, metteur en scène, à Christophe, le compositeur-interprète, en passant par Marie Desplechin, la journaliste. Enfin, c'est très, très large. Et ça s'ouvre, quand même, le préambule. C'est un préambule dramatique, si je ne me trompe pas. Et la première phrase, c'est « Si vous lisez ceci, vous êtes en vie ». Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Ouais, enfin là, je me suis dit « Wow, ça commence à... » Il se cache quoi derrière cette première phrase? Rien. Bah, c'est juste un constat, quoi. Bah oui. Ça veut dire qu'on est prêt à affronter ce livre-là ou ça veut non, je n'ai pas dit que vous étiez prêt à affronter ce livre-là. On est juste en vie et qu'on peut le... On est en vie, parfois c'est quand même une très mauvaise nouvelle, assez souvent. En même temps, c'est pas vrai ce que je dis parce que je me dis toujours que quand je serai au bord de la mort, je me dirais oh là là, je donnerais n'importe quoi pour rester en vie. Mais quand on l'est et qu'on n'est pas au bord de la mort, souvent on se dit j'aimerais bien ne pas rester de ce côté-là de l'existence. Donc heureusement qu'en fait, le fait de se supprimer, c'est quelque chose de brutal, parce que si c'était pas brutal, on le ferait beaucoup plus spontanément. Ouais, d'accord, je comprends. Et en fait, dans cette phrase, on a juste le sentiment d'être sur une ligne, en fait. Exactement. Si vous lisez, vous êtes en vie, et donc on ne sait pas trop sur quel pied danser quand on commence. Enfin, moi, c'est ça que j'ai eu l'impression d'avoir en le lisant. Alors, il commence par une histoire un peu de la mélancolie. On a l'impression que c'est même une personne, la mélancolie. Enfin, on part du tout début. Est-ce que ça peut signifier la mélancolie, c'est quelque chose d'inné? On passe par la Renaissance, enfin même à l'époque du Moyen-Âge, les chrétiens qui ont un peu chassé la mélancolie, qu'on l'a associée à la paresse pour pas que ça devienne quelque chose de positif. Ça faisait partie des péchés. Ouais, des péchés. Ça m'a fait penser à la chasse aux sorcières, moi, dans la manière de raconter l'histoire de la mélancolie. Ah oui? Bah, cette manière de voir quelque chose d'un peu magique, un peu non palpable. On ne sait pas trop ce qui se passe en nous, la mélancolie avec l'image de la bile noire, la bile jaune. Et d'un coup, on se dit, bah non, mais c'est menaçant parce qu'il se passe des choses qu'on ne peut pas contrôler. Du coup, on va la chasser, quoi. Et j'ai pensé à la sorcière avec toute la mythologie de la guérison et les médecins qui ne voulaient pas de ça parce que c'était pas... Ah, mais c'est joli comme image parce que la sorcière, justement, c'est ambivalent et puis elle a aussi plein de côtés positifs qu'on soulève beaucoup moins fréquemment. Et en fait, là, ce que tu dis, ça me fait penser au démon. Moi, j'adore le mot et l'idée du démon. Et en fait, le démon, c'est pas uniquement un esprit malfaisant qui vous poursuit, il y a beaucoup ça, mais le démon, c'est aussi un esprit malfaisant ou bienfaisant. Et c'est surtout la flamme inspiratrice pour créer. Voilà, et donc ça me plaît beaucoup. Et je pense que la mélancolie peut être vue de la même façon. On n'arrive pas à savoir, même en écoutant l'émission, c'est pas une émission
qu'on pourrait dire feel good, et en même temps c'est une émission où on se sent bien. Enfin, moi je sais que dès les premiers mots de Bonjour Tristesse avec Sagan, dans le générique, enfin il y a un truc, on y est, qu'on soit à la ville ou à la campagne, je sais pas, on se sent bien, c'est le dimanche matin, et on ressort tout le temps là bien. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a appris plein de choses, qu'on a plein de pistes en tête et on a envie de lire plein de choses ou aller voir des films, mais en même temps il y a pas, on se dit pas, mais est-ce que la mélancolie c'est vraiment bien ou est-ce que c'est mal en fait? On n'arrive jamais à... J'imagine que c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est juste l'idée que finalement ça peut créer, quoi. Et c'est ce que disent souvent les invités en fait. Ouais. Il n'en ressort pas quelque chose de négatif ou de positif, juste... ça dépend des invités, mais ouais. Il y a des invités qui ressortent mal de l'émission quand même. Parce que ça vite, quoi. Je sais pas, c'est comme s'ils passaient un peu au détecteur de l'âme. Enfin, il y a un moment, d'ailleurs, tu les faisais faire ce fameux bruit de l'âme aussi. Ah ouais, dans les premières saisons, je faisais ça et j'ai dû arrêter parce que les gens avaient peur et faisaient de l'asthme. Bah voilà, donc il y en a qui ne le vivaient pas très bien, quoi. Et je me suis demandé si, voilà, on doit se sentir un peu complètement exténué quand on sort de l'émission, quoi. Non, les gens vont plutôt bien à la fin, ils sont plutôt contents parce qu'en fait, pendant 1 heure, ils soulèvent quand même le panthéon des choses qui les met à l'abri de la mélancolie de façon éphémère, j'insiste. C'est comme si je te demandais, tu vois, quelles sont les choses qui te grisent, qui t'enchantent et tout ça, et que pendant 1 heure, tu les rassembles toutes. C'est quand même assez rare de faire ça. Donc en fait, tu es vraiment traversé par des choses qui t'évoquent plutôt de la joie. Si ça devait être un état, la mélancolie, enfin un état physiologique, ce serait lequel? Par exemple, des fois, on a l'impression d'avoir chaud, d'avoir froid, on tremble. Ce serait froid. Froid? Ce serait froid et visqueux. Ah ouais, visqueux. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est quand même quelque chose, ouais, on sent passer en nous, quoi. C'est un truc... Ça dépend. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne a un rapport tellement particulier, tellement singulier à la mélancolie, que ça peut pas s'épuiser, en fait, le questionnement autour de ça, parce que déjà, elle n'a pas de définition fixe. Elle a changé à travers l'histoire. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs définitions. Il y a la maladie maniaco-dépressive et il y a la saudade, la mélancolie douce. Et puis il y a des gens qui disent je la recherche, la mélancolie, elle m'aide, j'adore ça, je la provoque. Il y en a d'autres qui disent non, moi je suis pas mélancolique du tout. En fait, on sent qu'ils le sont, mais que c'est tellement terrifiant pour eux qu'ils font absolument tout pour éviter de se retrouver face à ce gouffre. Subjectivement, moi j'ai plutôt tendance à l'éviter aussi. Ouais. Donc ouais, tu vas la chercher chez les autres. Je ne vais même pas la chercher en fait, je dis écoutez, ça va pas très bien les gars, qu'est-ce que vous avez trouvé pour que ça revienne pas tout de suite? Et d'ailleurs dans le livre tu donnes des conseils pour se plaindre avec élégance. Ah oui. J'aime bien l'idée. Mais non mais c'est vrai que souvent on dit oh non il est encore... Parce que c'est un peu dans l'air du temps aussi de beaucoup parler de soi ou de pas être bien et tout ça. Et là avec élégance aussi on utilise des bons mots. Alors il y a plein de synonymes. Maussaderie, je trouve ça assez mignon. Ouais c'est mignon. Maussaderie c'est... Peu de gens l'emploient. Ouais ça passe bien je trouve dans un dîner. Même je suis maussade, ça fait météorologique un peu. Oui. L'atrabile, alors là tout de suite ça monte d'un cran. L'hypémanie. Ouais. Et puis brume brume c'est très joli aussi, j'aime bien. Brume brume. La brume, non brume, vous l'avez je l'ai dit 2 fois. Brume, brume, je suis très brume, brume en ce moment. Avant de préparer l'émission, enfin tout début, je me suis dit je vais voir, enfin souvent on fait ça, on stalk un peu sur internet, bon voilà c'est pas un très joli mot, mais alors par contre Eva Bester c'est difficile, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu te caches. Non pas du tout, mais c'est juste que je suis d'un naturel assez pudique et ce qui m'intéresse c'est plutôt de transmettre des choses dans l'art, d'interroger les gens. Je vois pas trop ce que je pourrais dire de follement intéressant. Enfin, oui, non, je mets pas de photos de moi, je mets pas... Enfin, je sais pas dans quel sens tu disais ça. Non, mais par exemple, oui, alors il n'y a pas... En fait, j'ai du mal avec l'exhibitionnisme. C'est quelque chose qui me gêne un peu en général. Et même dans l'émission, j'essaye de jamais être impudique. Jamais franchir la limite. Non, je poserai jamais une question impudique à un invité, ou alors je le ferai avec son accord, parce qu'il en a parlé déjà dans les médias, donc je me permettrai de... Mais c'est vraiment pas le but, en fait. Mais ça, j'imagine que parfois, les invités te donnent des remèdes et tu les juges peut-être trop intimes et du coup, tu te dis, ah non, on va pas pouvoir parler de ça. Si, parce que moi, je suis prête à parler de tout, en fait. Ouais. Si vraiment je suis prête à parler de tout, c'est juste que le but n'est vraiment pas de gêner quelqu'un, le but n'est pas de sortir un scoop ou quoi que ce soit, donc... Ouais, non, mais je comprends. De toute façon, quand on écoute Remède à la mélancolie, on cherche pas le scoop ou la promo. Il y en a parfois, mais du 19e siècle. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est une petite... Moi, en ce moment, je suis dans ma période Bertrand Blier. Je regarde plein de films et du coup, il est dans le bouquin. Et bon, moi, c'est un de mes remèdes préférés. Et alors, il y a un dialogue entre vous deux qui est superbe. Alors, lui, il dit que c'est un pessimiste gay. J'aime bien rire, dit-il, mais sur des choses généralement noires. Plus ça va mal, plus j'ai envie de rire.
Donc c'est un peu ses films, faut l'avouer. Et là, tu poses la question, qu'est-ce qui vous rend cafardeux? Il répond, me réveiller. Ouais, c'est la réponse absolue. Et je me demande, toi, à quel moment t'es la plus cafardeuse dans la journée? C'est quel moment où... Et je pourrais faire une paraphrase de ça. Le réveil est toujours douloureux. Ouais. Toujours. Et quand je me réveille, je me dis non, je voudrais me transformer en couette et rester là pour toute la vie. Mais il faut affronter le monde, il faut sortir faire les courses parce qu'il n'y a rien dans le frigo. Il faut interagir avec son prochain. Ouais. Et donc, quitte à le faire, autant le faire en rigolant un peu, quoi. Moi, ça me fait penser à un livre que j'ai adoré, Oblomov. C'est Bah oui, bien sûr. donc en parlant de canapé. Voilà, c'est ça. C'est un propriétaire terrien russe qui, du jour au lendemain, décide de ne plus se lever de son canapé. Et il va passer le restant de ses jours allongé. Même l'amour de sa vie ne le fera pas lever de ce canapé. Et il se justifie, il dit je suis mieux avec moi-même, mieux avec mon esprit allongé. Et les gens qui sont debout, qui sont dans l'action, en fait, ils ne font que se débattre, que s'agiter. Et lui, il n'a pas besoin de ça. J'aimerais bien être à sa place et ne pas avoir besoin de ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui voudraient juste être un canapé et puis ils en souffrent un peu. C'est vrai que être sur un canapé toute la journée, on peut lire beaucoup. On peut lire, on peut manger des gâteaux dont on n'a pas le droit de dire la marque. C'est ça. Donc ça a quand même son point positif. Et je me dis que toi, tu dois faire quand même beaucoup ça quand tu prépares les émissions. Je fais beaucoup de canapés. C'est vraiment une activité... très intense, quoi. Oui. Ouais. Parfois, j'ai mal... Tellement je suis dans la même position sur le canapé pendant trop longtemps et je dois changer de position pour vraiment une vie fatigante. Je vois le genre. Mais en même temps, je me dis, ce qui est bien avec les invités, et tu le dis aussi dans le bouquin, c'est qu'au moins une fois par semaine, tu as le droit à un film rigolo. Ouais. Enfin, parfois, tu sors de la mélancolie, t'es obligé vu que tu dois trouver des remèdes. Et donc, au moins une fois par semaine, tu regardes un truc cool, quoi. Alors, au moins une fois par semaine, mais en fait, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que j'ai pas juste mis des extraits d'émissions, j'ai vraiment pris une centaine de mes remèdes préférés sur plusieurs saisons et je les ai chroniqués subjectivement. Donc j'ai vraiment choisi les films rigolos. Ouais. Mais il y en a quand même, comme Yann Moix qui m'avait quand même fait voir Salaud ou les 120 jours de Sodome. C'est long et puis c'est bon, voilà. Et aussi Boris Cyrulnik qui m'avait fait voir Ludwig ou le crépuscule des dieux, qui est quand même 4 heures d'un long suicide et la déchéance et tout ça. C'était très très beau, hein. Mais... j'ai déjà plus été en joie en regardant un film. Mais la plupart du temps, je dois quand même avouer que c'est quand même des choses vraiment réjouissantes. Et justement, tu dis que tu fais quelques annotations. En fait, le truc le plus important et le plus intéressant dans ce bouquin, c'est tout ce qui est écrit en bleu, puisque c'est des petites anecdotes. Parfois, sur toi, t'en livres pas beaucoup, mais parfois. À un moment, tu dis que tu nages comme un fer à repasser. Ouais. Donc ça, alors, l'image pour moi, c'est... tu vois un fer à repasser. Du coup, je mets dans l'eau. Ouais. Voilà. D'accord. Non, je sais faire la brasse comme ça de la façon la plus coincée du monde et c'est la seule nage que je sache faire. Mais la nage en soi, ça peut être un remède à la mélancolie. Ça pas peut. Mal d'invités parlent d'activités sportives, d'ailleurs. Beaucoup. Mais moi, ça m'ennuie. Ouais. Mais tu sais faire le crawl? Ouais, je sais faire. Les gens savent faire le crawl. Et est-ce que tu faisais partie des gens qui savaient faire la roue? Non, ça non. Ah. Mais je plongeais bien. D'accord. Il y a les remèdes, les activités donc anti-spleen, donc l'activité physique, les idées consolatoires. Après, il y a à manger et à boire. Ouais. Il y a l'idée, on a l'impression d'être repu à la fin du livre, comme si on avait... je n'ai jamais mangé dans un 3 étoiles, mais je me dis c'est un long repas, en fait, depuis le début jusqu'à la fin, avec plein de petits plats. Et à la fin, on ne sait pas si on s'est fait manger par la mélancolie, ou si, à l'inverse, on se sent d'attaque pour tous les prochains épisodes un peu tristounes qu'on va affronter. Donc je sais pas trop si c'est ton objectif, mais... Mon objectif, c'était plutôt de sortir de la mélancolie. Si j'apprends que tu t'es suicidée dans 2 semaines, ça veut dire que j'aurais échoué dans ce livre. Non, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors il y a des trucs aussi, par exemple, on parlait des films. Parfois, tu nous livres ta passion pour les films un peu gore. Tu cites Brain Dead. Brain Dead, c'est magnifique. Tu peux m'expliquer? Ouais, alors c'est un des films les plus sanguinolents de tous les films d'horreur. Ouais. Et il y a ce truc magistral à la fin de ce film, c'est pour ça qu'il m'a marqué à vie. Donc en gros, c'est des gens qui se transforment en zombies. Il y a un accouplement à un moment entre 2 zombies, mais comme ils ont des bouts de corps qui manquent, on voit vraiment en 3D. Quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. Et à la fin, il y a ce truc extraordinaire. En fait, c'est une mère trop possessive avec son fils, mais son fils, il a au moins 40 ans. Et à la fin, elle est en zombie monstre, elle arrive, elle ouvre son ventre et elle remet son fils de 40 ans dans son ventre qu'elle referme. Elle sait tout faire, quoi. Ouais, bah, c'est la mère absolue.
Waouh, ok. Donc, tu as une passion pour les films un peu... J'ai pas une passion, mais j'aime beaucoup Stephen King, j'aime beaucoup des choses un peu horrifiques. Quand j'étais petite, j'avais toute la collection des chars de poule. Ouais, moi aussi, je lisais des chars de poule. Ah ouais, et La Maison des Morts, tu t'en souviens? Morts, ouais, Ça m'a traumatisée. Il est vraiment terrifiant, non? Terrifiant. Et moi, je regardais aussi le dessin animé. Enfin, ouais. Et à chaque fois, j'étais partagée entre le livre, je comparais beaucoup. Ah, j'ai pas fait ça. T'as vu avec le film avec Jack Black? Non, j'ai pas vu le film. Je regardais juste les dessins animés. Moi, je pousse le vice jusqu'à... Non, j'ai abandonné mes chairs de poule. D'ailleurs, je les ai même pas gardées. Ouais, moi non plus. Pourtant, les couvertures étaient chouettes. Ouais, et on était pris aussi. Je me souviens, dans le livre, enfin, pour le coup, on ne lâchait pas, quoi. Non. Non, mais c'est vrai que c'était des trucs qui faisaient hyper peur et en même temps, ça créait un imaginaire assez immense, quoi. Et donc, on avait la possibilité de c'était le Stephen King des enfants. Ouais, un peu. D'ailleurs, tu dis que tu as toujours un livre sur ta table de chevet, mais tu nous dis pas le nom. Ah bon? Non. Mais j'en ai mis plein des livres dedans. Ouais, mais c'est des livres qui sont liés plus à tes invités. Donc, je sais pas si non, à la fin, il y a plein de livres que j'ai mis. Alors, je peux t'en dire plein. Attends, John Fonté, c'est un de mes chouchous. Bukowski, que j'adore. Je conseille Pulp. Pulp, c'est une parodie de tous les romans noirs. Tu sais, cette petite pépé est rentrée dans mon bureau et j'ai senti qu'il allait m'arriver des bricoles. Et donc, tu vois, les histoires des détectives, mais version parodique par Bukowski, c'est vraiment savoureux. Un Russe qui s'appelle Danil Harms et qui est un des précurseurs de l'absurde. Il est extraordinaire. Un Polonais qui s'appelle Sławomir Mrożek, qui est un roi de l'absurde aussi. J'ai fait 2 ans de polonais. Qui y a d'autres? Il y a L'Homme D de Luc Reinhardt, il y a Karou de Steve Tezisch, que je dois prononcer très mal à mon avis. Il y a Misery de Stephen King. Ok, voilà, on est préparé pour les vacances de Noël. Ouais. Et du coup, tu m'as apporté Luc Reinhardt. Oui, L'Homme D. Pourquoi celui-ci en particulier? Alors, ce livre, c'est un de mes romans préférés, je l'offre à tout le monde. Il est paru en 1971, je crois. Il était tellement subversif à sa sortie qu'il a été interdit dans des dizaines de pays. Et en fait, c'est l'histoire d'un psychiatre new-yorkais dépressif qui n'en peut plus de son existence bourgeoise avec sa femme, ses enfants. Tout se passe plutôt bien et mollement et de façon assez ennuyeuse. Et un jour, il veut savoir s'il est possible de s'affranchir de tout déterminisme. Et il décide de régir sa vie intégralement avec un dé. Et donc, toutes les décisions qu'il va prendre dans sa vie seront prises grâce au dé. Donc, il assigne à chaque face du dé une chose. Par exemple, commettre un crime, commettre un viol, rester avec sa femme et être un mari aimant. Et puis, il lance le dé et il fait ce que dit le dé. Le dé est son dieu. Jusqu'au bout, ça va très très loin, mais vraiment très très loin. Et c'est un livre magistral. D'accord. Mais j'imagine que du coup, tout ce qu'on a pu nous enseigner sur, je sais pas, la psychologie, le déterminisme de l'homme, en fait, là, c'est un homme qui est capable de s'abandonner complètement, quoi. Il s'en affranchit totalement. Il y a notamment une scène extraordinaire dans ce livre où il décide de changer de personnalité toutes les 6 minutes à une soirée. Wow. Et donc à un moment il est christique. Sans drogue, sans rien, quoi. Non, sans rien, avec le dé, c'est pour ça que c'est merveilleux. Et il devient une sorte de personnage christique. Juste après, il devient un mec très libidineux qui touche les filles en les enfermant dans les salles de bain. Juste après, il devient totalement débile, exprès. Donc quand on l'accuse d'avoir tripoté des filles, il fait... On ne peut pas le happer en fait. Enfin, ça va très 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 loin. Il y a du sang, beaucoup de sexualité. D'accord. L'auteur s'est vraiment fait plaisir dans les scènes sexuelles. On le sent. Parce qu'après, quand on va voir les films sur l'auteur, on se dit non encore. Tous les gens à qui je l'ai offert ont adoré le livre. Ouais. Ça n'a pas du tout été adapté au cinéma, genre. Non, mais en fait, je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont... Il y a la Paramount, je crois, qui a acheté les droits. Et je pense que c'est impossible à tourner en film. Un acteur, c'est... Mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont voulu le faire. Je crois Nicolas Cage, Bruce Willis, des mecs. Ouais. Jack Nicholson. Ah, Nicolas Cage, ça aurait été pas mal, je pense. Ouais, il est bien dans les rôles de fou. Dans l'adaptation, tu l'as vu? Non. Spike Jonze, c'est génial. Ah ouais? Ouais. Et t'aimes globalement les acteurs ou même les personnages qui ont cette capacité à vriller complètement? Les fous? Les fous. Oui, j'aime les fous. J'aime les fous parce que, et d'ailleurs dans les romans, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est parce que la folie, ça frôle toujours l'extrême lucidité. Et donc tous les livres que j'adore, par exemple, il y a Carnet du sous-sol de Dostoïevski, où c'est le monologue d'un fou, mais en fait, il a une extrême lucidité face à la nature humaine. Il y a La Faim de Knut Hamsun. Tous ces livres-là où on ne sait pas en fait si c'est l'homme le plus lucide du monde ou un homme totalement aliéné. J'adore ça, ouais. Il y a quelqu'un qui dit dans ton bouquin, si on n'a lu aucun livre dans sa vie, on ne vit qu'une seule vie, c'est la sienne. Je crois que c'est Umberto Eco. C'est ça, Umberto Eco. Mais du coup, toi, t'as
365 années en années de pages. Enfin, je sais pas. Je suis très âgée. Non, mais du coup, comme tu lis, tu as tellement de références. Enfin, il y a un moment où tu te dis, il faudra que je décroche, j'arrête de lire, c'est terminé, je me plonge plus dans tout ça. Enfin... Non, parce que je pense que justement, l'une des plus grandes consolations que j'ai dans ma vie, c'est de me dire que quoi qu'il arrive, sauf si je perds la vue, je pourrais toujours, et il y a les livres audio sinon, je pourrais toujours, mais il ne faut pas que je perde l'ouïe, du coup. Non, mais pas toujours un sens à la fois, quand même. Je pourrais toujours lire jusqu'à ma mort, en fait. Et ça me console vraiment. Mais il y a un texte de Schopenhauer qui est très déprimant, où il explique qu'en fait, aujourd'hui, on se sature de livres. Aujourd'hui, il est déjà très contemporain. Ouais. On se sature de lecture de livres tout le temps, et qu'en fait, la vraie lecture, c'est quand on lit, et qu'ensuite, on prend le temps pour penser à ce qu'on a lu. Et ça, je trouve que c'est le luxe suprême. J'aimerais bien arriver à ça. Ouais, donc limite relire, rester dans le livre, ne pas en sortir trop vite. Et ne rien faire et se dire qu'est-ce que j'ai appris. Parfois, je fais un exercice, je lis et j'arrête un chapitre et j'essaie de me résumer dans la tête ce qui vient de se passer dans le chapitre. Essaye et tu verras que la plupart du temps, on oublie plein de choses. Non, mais ça m'agace même quand... Non, mais quand on est avec des amis et j'ai lu un livre il y a 1 an et demi, je sais que je l'ai lu, enfin, je me souviens du nom du personnage et tout le reste m'a échappé. Enfin, c'est juste terrible. On reste plongé des heures dans un bouquin qui fait 700 pages et on n'en retient que 3 personnages, une scène forte et voilà, on se dit que le cerveau est trop petit, quoi. Ouais. Et l'ennui, c'est un remède. Est-ce que tu t'ennuies des fois? Certains... Moi, je m'ennuie rarement. Parce que j'ai quand même une capacité d'émerveillement assez facile. On me met un chien, un biscuit, c'est bon, je suis hyper contente. Mais non, j'ai cette chance-là, je m'ennuie assez rarement. Ouais. Un chien, donc c'est ta passion J'ai une passion coupable pour les chiens. Et parfois, dans la rue, je ressemble aux satyres, mais pour les chiens. C'est-à-dire, je vois un chien, je fais oh, un chien, mais pour lui faire des câlins uniquement. Mais il se passe quelque chose avec les chiens me reconnaissent aussi. D'accord. Ils me regardent. Ils écoutent Remède à la mélancolie, les chiens Non, je crois pas. Il y en a oui, mais qui m'écrit parfois souvent. Mais... Ah bon, quand même. Ouais. Ok. Un Saint-Bernard. D'accord. Super, donc ça lui fait du bien. Non, ça le rend vraiment mélancolique. Ouais. Ok, très bien. Pour terminer, je vais expérimenter quelque chose. La mélancolie, je ne sais pas pourquoi, mais parfois ça m'a rappelé quand j'étais petite. J'adorais faire des cocottes. Et je me suis dit que pour terminer, tu pourrais choisir ta couleur. Et à l'intérieur, évidemment, il y a une question. Violet. Violet. Tu parles d'une histoire de grimace dans les ascenseurs. C'est Eric Fotorino, ça. Ouais, un moment, qu'est-ce qui se passe dans les ascenseurs? Pourquoi on fait des grimaces? Je sais pas, parce qu'on est seul et puis on est face à son reflet. Et ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas le choix, parce qu'on peut choisir de pas trop se regarder. Et puis là, d'un coup, on vous dit « Hey, tu te regardes, c'est toi ». On n'a pas le choix, il y a que des glaces partout. C'est pour ça. Donc je pense qu'il faut faire une grimace. C'est une façon de dire non. De refuser le sort. Donc on boycotte un peu les ascenseurs. Ouais, ou alors il faut être avec des gens et parler dedans. Ok. Bon, une deuxième. Ouais. Vert. Est-ce que t'es plutôt sieste du matin ou sieste de l'après-midi? Sieste de l'après-midi. Vers quelle heure, du coup? Dès que mes obligations sont terminées, dès que je peux. C'est marrant, moi je préfère le matin. C'est vrai? La fin de matinée. Mais le matin, on dort déjà. Non, mais se réveille et dit c'est l'heure de la sieste. Non, mais le dimanche, parfois, il nous arrive de se réveiller tôt, de faire quelque chose, et puis il est 11h30, et hop, on refait un... Moi, ça m'arrive très souvent. Mais c'est peut-être pas très commun, en fait. C'est peut-être la dépression nerveuse. Merci beaucoup, Eva Becker. Non, mais merci beaucoup de m'avoir reçue. Et donc, c'est Remède à la mélancolie, la consolation par les arts. Je pense que c'est le bouquin nickel pour Noël, quoi. Merci. Merci.